Dans cette vidéo, je vais te parler de Docker. Mais je vais te parler de Docker d'une façon un petit peu différente. Je sais que sur YouTube et tout, tu as pas mal de vidéos qui te parlent de Docker, qui te parlent de Docker is a containerization platform, Docker. Mais cette vidéo, je vais l'aborder différemment. What's up tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jordi Bayo et je parle essentiellement de DevOps. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner déjà et liker mes différentes vidéos. Alors, pourquoi différemment? Parce que cette semaine, j'ai reçu un message d'un développeur, probablement un junior, qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a écrit: bonjour Jordi, est-ce que c'est possible de déployer une application dans Docker et de lancer ça localement? Alors forcément, lorsque je lis ça, je vois que j'ai affaire à quelqu'un qui ne comprend pas encore Docker, qui ne sait pas peut-être c'est quoi Docker encore. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer Docker, mais différemment, comme j'ai dit. Je ne vais pas t'expliquer juste Docker, mais je veux te faire comprendre pourquoi Docker. Pourquoi on utilise Docker. Parce que si c'est la première fois, ou bien si tu as entendu parler de ça plusieurs fois et que tu n'as jamais pris le temps de comprendre c'est quoi Docker, ça peut sembler être frustrant. Alors, avant ça, je vais te raconter une petite histoire. Donc, imagine-toi, tu es en 1999 et tu viens de te créer un très beau site et tu veux que ce site puisse être accessible sur Internet. Alors, ce que tu vas faire éventuellement, c'est que tu vas développer ton site, HTML, CSS, bien sûr, backend avec PHP, etc. Et tu vas mettre ton site sur un serveur. C'est-à-dire que c'est un serveur physique, bien sûr. Tu vas acheter un PC, un serveur, tu vas installer Apache dessus, tu vas installer MySQL dessus, bien sûr, installer un certain nombre de choses sur ton serveur. Et ton site va être dans un directory, dans un fichier ou un folder dans lequel tu vas mettre ton site. Généralement, c'est 3W, quelque chose comme ça. Et tu vas configurer un certain nombre de choses, connecter ton PC au routeur, etc., configurer DNS, résolution DNS, etc., pour que ton site puisse être accessible depuis Internet, depuis n'importe quel mobile device. Alors, ça, c'est ce que tu vas faire. Bien évidemment, après ce que tu as fait, ton site va pouvoir être accessible. C'est-à-dire que lorsque les gens vont taper l'adresse de ton site, monsite.com ou .net, je ne sais pas trop quoi, Apache va pouvoir retourner quelque chose à ton site. Alors, cette approche, c'est une approche qui marche. C'est une approche basique, c'est-à-dire que c'est une approche qu'on apprend à l'école lorsque tu viens de faire ton premier site. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment donné où tu as deux sites? C'est-à-dire que lorsque tu as deux sites, maintenant tu as 3 sites, 4 sites, 5 sites. Disons que ton serveur est suffisamment assez puissant pour pouvoir héberger les 4 sites. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer d'autres directories sous 3W. Donc, tu auras différents projets. Ok, ça, c'est possible. Maintenant, le problème avec ça, c'est que imaginons que sur le premier site, tu utilises MySQL 3 points quelque chose. Sur le deuxième site, tu as affaire à peut-être Oracle ou un MySQL 5 points quelque chose. Et que entre les deux sites, les versions de PHP sont différentes. Tu as peut-être PHP 2 et peut-être PHP 3, PHP 4 sur les différentes versions de ton site. Comment tu commences à gérer ça? Ça devient déjà un peu complexe parce que tu es sur une seule machine et tu dois installer 2 MySQL ou 2 types de Apache, etc. Ça devient compliqué. Alors, tu vas faire ce qu'on va appeler la virtualisation. Ok, donc tu vas essayer de virtualiser. D'accord? Ça, c'est ce que tu vas essayer de faire. Virtualiser veut dire quoi? Tu vas installer une machine virtuelle sur ton serveur de base. Ensuite, 2 machines virtuelles. Ensuite, 3 machines virtuelles en fonction du nombre de sites que tu as. C'est-à-dire que si tu as le premier site, tu vas installer sur une machine virtuelle avec un système d'exploitation, peut-être Windows Server ou Linux ou Ubuntu, je ne sais pas quoi. Tu vas installer une deuxième machine virtuelle, une troisième, parce que ce que tu veux faire, c'est que tu vas avoir pour chaque machine virtuelle un certain nombre de packages, un certain nombre de bibliothèques et chaque chose qui est vraiment spécifique à chaque site web. Donc ça, c'est ce que tu vas faire. Donc, normalement, tu as résolu le problème. Ok. Le problème avec ça également, à partir de ce moment, tu vas faire face à la scalabilité. Parce qu'on suppose que si tu es en 1999, forcément, tu es dans un système très monolithique où ta base de données, tous tes services sont dans un même truc, dans une même application. Donc, du coup, s'il faut déployer ton site ou ta VM sur plusieurs serveurs, ça devient très compliqué. Ce que tu vas faire si tu as un deuxième serveur comme celui-ci, c'est que tu vas aller créer une machine virtuelle, créer le même système, faire les mêmes configurations, créer la même base de données avec les mêmes
les mêmes passwords, les mêmes admin access, etc., etc. Ça devient un process compliqué. Si tu as 4, 5, 8, 9, 10, 20 serveurs, ça devient très très complexe, à moins que tu n'utilises un outil comme Vagrant, bien sûr. Mais on se met dans la position où tu veux le faire de façon manuelle, bien sûr. Ça devient complexe même quand tu as Vagrant. Alors, ce qui se passe, c'est que tes trucs tournent normalement. Tu sens déjà qu'il y a des problèmes, c'est lourd. Et en 2013, on va te créer un outil qui va s'appeler Docker. On reviendra dessus tout à l'heure. Et tu vas avoir plutôt un outil light, assez léger, où au lieu d'avoir une machine virtuelle, tu vas juste avoir une sorte de container. Donc, tu vas juste avoir une sorte de boîte noire où tu mets juste ton application et les différentes bibliothèques. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec quelque chose, au lieu d'avoir toute une machine virtuelle, tu vas te retrouver avec quelque chose d'assez simple où tu as ton application à l'intérieur, tu as ton MySQL, tu t'en fous un petit peu du système d'exploitation, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment assez light. Et c'est quelque chose où si quelqu'un dans le monde entier te dit « Hey, tu as développé le site en local, ça marche. Est-ce que tu peux m'envoyer le site ?» Donc, ce que tu fais, c'est que lorsque le site va marcher dans ta boîte noire, dans ton container, tu as juste besoin de faire quoi? D'uploader ton container quelque part sur Internet. Et lui aussi, il va faire un pull, un peu comme le code, et il va pouvoir avoir ton container et l'exécuter sans toutefois se poser des questions. Qu'est-ce que tu as défini comme admin access? Quelle librairie? Quelle version? Parce qu'en fait, ta boîte noire ici, quand tu l'envoies sur Internet, lui, il va récupérer la boîte noire intégralement avec tout ce que le site va avoir besoin. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche, en fait, le container. Donc, imagine ça vraiment comme un container dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour que ton site marche et que tu peux juste transporter et envoyer à quelqu'un. Il l'utilise sans toutefois se casser la tête, qu'est-ce que tu as fait derrière, etc. Et ton code va toujours marcher, peu importe le système d'exploitation, peu importe s'il est sur Windows ou sur Linux, peu importe là où il se trouve, right? Donc, ça devient plutôt facile à utiliser. Donc là, on résout déjà le problème de ce gars qui me pose la question, est-ce que c'est possible d'utiliser le Docker et de développer quelque chose en local qui peut être partageable? Donc, c'est assez résolu comme question. Désolé s'il y a des bruits, il est en train de le voir. Alors, finalement, c'est quoi Docker? Docker, c'est tout simplement une plateforme de container. Il faut comprendre que Docker étant créé en 2013, on a d'autres plateformes de containerisation. Donc, qui sont différentes de Docker. Tu as des choses comme Podman, tu as OpenVZ, tu as Containerd, tu as Rancher, etc. Donc, tu as pas mal d'autres plateformes. Sauf que Docker est un peu la plateforme la plus populaire. Ok, c'est la plateforme la plus populaire, raison pour laquelle elle est plus utilisée. Et là, j'ai une image assez intéressante du site reactive.io, donc vous pourrez avoir le lien en description, qui élucide très brièvement la différence entre la virtualisation faite par des VM et le Docker. En gros, c'est un peu l'infrastructure, l'architecture. Ok, donc là, vous avez une architecture pour VM. En bas, vous avez l'infrastructure, c'est-à-dire ton serveur, comme on a expliqué tout à l'heure. Ensuite, au-dessus, tu as l'hyperviseur. L'hyperviseur, c'est un peu celui qui contrôle la gestion de ressources avec le matériel, avec le hardware, le processeur, la RAM, le stockage, etc. Au-dessus de ton hyperviseur, tu vas avoir un système d'opération. Et sur ton système d'exploitation, tu vas installer tes différentes machines virtuelles. Tu peux voir tes différentes machines virtuelles. Et dans tes différentes machines virtuelles, tu as encore un système d'exploitation. Donc là, tu as operating system, operating system, operating system. Au-dessus de tes operating system, tu as donc tes bibliothèques que tu vas mettre, MySQL, etc. Et au-dessus de tes bibliothèques, tu vas avoir tes différentes applications. Application 1, 2, 3, 4, etc. Pourtant, dans un Docker, ce qu'on va voir est légèrement différent. Tu as l'infrastructure naturellement, tu as ton système d'exploitation directement. Ensuite, tu as le Docker Engine qui va être installé, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et ensuite, tout de suite, tu as tes différentes applications. Ok, donc c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus light. Et tu vas même voir que la création en fait d'un Docker va être beaucoup plus rapide que la création d'une machine virtuelle. Donc, pour utiliser Docker, tu as besoin de certaines choses. Le Docker Engine, en fait, c'est l'application que tu vas devoir installer sur ton système d'exploitation pour pouvoir tourner tout ce qui est Docker. C'est un peu comme MySQL, c'est-à-dire que tu installes un MySQL avant de pouvoir installer Workbench ou exécuter MySQL en ligne de commande. Tu installes d'abord un système qui doit être là. Et ce système est appelé Docker Engine. Ce n'est pas un système d'exploitation, c'est tout simplement une plateforme
C'est comme un paquet Linux que tu peux installer naturellement sur ta machine. Ensuite, tu as le Docker Daemon. Le Docker Daemon, c'est un peu comme le démon. C'est un processus en background qui est toujours là et qui va traiter toutes les requêtes que tu vas envoyer grâce au Docker Engine. Après, tu as le Docker Client. C'est la principale interface pour pouvoir communiquer avec ton Docker Daemon. Tous ces systèmes de requêtage, de Docker, Run, Docker, machin truc, Docker PS, etc. Donc, c'est tout ce système. C'est tout le système client, toute l'interprétation client, tout le système client. On a besoin du Docker Client pour pouvoir comprendre ça, l'envoyer au Daemon qui va traiter cela avec le Docker Engine. Le Docker File, c'est vraiment le fichier où tu vas venir indiquer les versions d'images Docker que tu veux, des bibliothèques, des versions spécifiques, etc., etc., etc. Donc, on pourra revoir ça, mais imaginez que le Dockerfile, en fait, c'est un fichier de configuration de vos différents Docker, ok? Donc, après, tu as les Docker Images, les images Docker. Une fois que tu as fait ton application complètement, tu vas créer une image de ton application. Donc, c'est en gros ça, l'idée. Donc, tu vas pas juste porter toute ton application envoyée, mais tu crées une image, mais qui est exactement, en fait, ton conteneur. Donc, tu crées une image que tu vas envoyer vraiment sur Internet, et une personne va pouvoir recopier ton image pour exécuter en fait ce conteneur chez lui. Donc c'est un peu comme ça que ça marche en gros. Alors maintenant parlons du Docker Hub. Le Docker Hub en fait c'est la place de marché où tu vas avoir pas mal d'images Docker qui existent déjà. Donc comment t'expliquer ça? Disons que je veux une image Docker qui contient déjà Apache par exemple et MySQL. Donc disons juste comme ça dans le cas de notre application bien sûr. Donc tu vas avoir différentes images qui sont déjà configurées avec un certain nombre de choses. Alors pourquoi Docker est beaucoup plus facile? Parce que toutes les fois où tu vas vouloir faire ton application, tu vas pas toujours installer MySQL toi-même, installer Apache toi-même, etc. Donc tu peux venir d'ici, il y a pas mal d'images qui ont déjà été faites, il y a des gens qui ont déjà constitué une image contenant Apache, je ne sais pas, Nginx, MySQL, un certain nombre de choses pour travailler assez rapidement. Et tu as juste besoin en fait de faire un pool de leur image et de continuer à ajouter tes librairies. Donc ça rend la tâche beaucoup plus facile. Et là tu peux voir qu'il y a des différentes versions, il y a des différentes et là tu peux voir il y a des différentes versions, il y a des différents providers, Oracle, etc. Donc pas mal de références. Je peux même taper disons Nginx pour voir ce qu'on a. Voilà, vous avez des images Bitnami Nginx, vous avez Ubuntu Nginx. Donc là, en gros, ça va te donner un Docker avec un système d'exploitation light Ubuntu sur lequel on a installé Nginx. Donc ça me permet d'aller rapidement, les gars. Donc c'est pourquoi en fait ce truc est fastoche. Et ce que tu peux faire, une fois que tu as fait ton application, toi aussi, tu peux uploader une image comme ceci sur le Docker Hub pour qu'une personne puisse le pouler ou récupérer, comme j'ai expliqué dans notre cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me loguer pour vous montrer un petit peu les images que moi aussi j'ai déjà eu à uploader. Donc là, je suis sur mon compte et je vais aller sur mes repositories, quelque chose comme ça. Voilà, vous pouvez voir quelques images que j'ai déjà pu mettre en fait, qui sont publiques. Et regardez, vous avez un certain nombre de téléchargements qui ont déjà pu être faites sur mes différentes images Docker. Alors, je vais finir par ce point pourquoi Docker est très utilisé aujourd'hui par rapport aux VM. Bien sûr, tu as toujours des organisations qui vont utiliser des VM et d'autres qui vont utiliser aussi Docker. Ça dépend vraiment des utilisations, ok? Il y a des choses, des tâches pour lesquelles c'est toujours bien d'utiliser une VM et tu as des tâches où on préfère virtualiser avec Docker assez rapidement. Je vais prendre le cas d'un e-commerce, ok? Un cas assez simple que tout le monde connaît. Tu vas avoir par exemple un service qui gère les commandes, ok? Tu vas avoir un microservice qui gère par exemple les paiements. Désolé si j'écris mal. Tu vas avoir par exemple un autre microservice qui va te gérer peut-être les livraisons, quelque chose comme ça. Tu vas avoir un microservice qui va te gérer les notifications, tu vois. Et tu as pas mal de microservices. Et ces différents Docker doivent pouvoir communiquer entre elles et pouvoir scaler pour éviter éventuellement des échecs de lancement et des choses comme ça. Mais le problème, c'est que tu peux finir avec une application où tu as 1000 Docker ou 2000 Docker. Et ça me rappelle en fait un tweet que j'avais fait une fois. Google en 2014, c'est 2 milliards de conteneurs lancés chaque semaine. Tu imagines, c'est énorme. C'est pourquoi à un moment donné, tu as besoin en fait de pouvoir coordonner tout ça. Parce qu'en fait,
un humain ne peut pas gérer tout ça. Si tu as 1000 containers, 2000, imagine 2 milliards. Donc, tu as besoin d'un système automatique pour pouvoir gérer cela. Et en fait, ce système automatique pour pouvoir gérer va s'appeler en fait l'orchestration. OK? Et aujourd'hui, il y a des outils pour gérer l'orchestration comme Kubernetes, comme Rancher, comme Docker Swarm, comme OpenShift, etc. pour pouvoir gérer cette orchestration. Mais là, il s'agit encore d'un autre sujet qu'on pourra faire dans une autre vidéo. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous pensez finalement de Docker. Est-ce que c'est beaucoup plus simple maintenant pour vous? N'hésitez pas à me lâcher un like, de vous abonner à la chaîne. C'était Jordi Bayo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo DevOps.